C'est gentil, c'est gentil. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues. Merci, Monsieur Poisson. Cette référence à la Bourgogne me touche. En 1757, Rousseau écrivait à d'Alembert « Combien de vertus apparentes cachent souvent des vices réels ?» En effet, si la transparence est devenue au fil des décennies une vertu démocratique, à la faveur de la montée en puissance de la démocratie d'opinion, elle n'est pas un objectif en soi. La transparence n'est qu'un moyen. Et cette loi n'est pas la fin de l'histoire. Elle n'est qu'une étape. Cette loi s'intègre dans la recherche difficile, parfois chaotique, que mène cette majorité en faveur d'une République exemplaire. C'est la seule solution pour renouer un lien de confiance avec nos concitoyens. La recherche de l'exemplarité des femmes et des hommes politiques que nous sommes. Sur quoi repose cette exemplarité? D'abord, tenir sa parole et ses engagements. Et je veux rappeler les mesures prises depuis un an par cette majorité, par le gouvernement, par l'exécutif, par le président de la République, pour faire en sorte d'atteindre et de parvenir à cette exemplarité. Faire en sorte que, d'abord, les mandats électifs ne soient pas, dans une période de difficulté économique comme celle que nous vivons pour nos concitoyens, une source de soupçons d'enrichissement. D'où la diminution de la rémunération du président de la République et des ministres, la diminution des crédits affectés au fonctionnement de l'Élysée, d'où la diminution de l'IRFM, d'où la transparence dans l'utilisation de la réserve parlementaire que nous nous apprêtons à voter, d'où le dépôt de la déclaration de patrimoine devant la haute autorité au pouvoir renforcé. Il faut également, deuxième point, lutter contre les conflits possibles entre intérêt général et intérêt privé. C'est ce que fait ce texte en interdisant certaines activités professionnelles, notamment celles de conseil, pour les parlementaires. Mais pas seulement pour les parlementaires. Et je veux insister sur un amendement que j'ai déposé en première lecture et qui a été adopté à nouveau en commission, en deuxième lecture, qui concerne les membres du Conseil constitutionnel. Cet amendement ne vise personne, ou plutôt, je devrais dire, il ne vise plus personne. Mais c'est vrai qu'il était inspiré d'un cas bien précis, issu d'informations concordantes rapportées par la presse, confirmées par l'intéressé lui-même. Il semblerait qu'un membre du Conseil constitutionnel ait bénéficié récemment de la rémunération de deux grandes banques d'affaires, Goldman Sachs et la Deutsche Bank, pour un montant qui rendrait jaloux le trésorier de l'UMP. Cet amendement est un premier pas, celui que j'ai déposé et qui a été adopté en première lecture, et il ouvre la voie à une réforme d'ampleur de la composition du Conseil constitutionnel, conformément aux engagements pris devant les Français par le président de la République. Interdire la présence des anciens présidents, ce qui leur éviterait de feindre la démission, puisque leur démission, à ce stade, aujourd'hui, n'est pas possible. Revoir le mode de désignation en s'inspirant notamment de ce que nous allons faire dans les jours qui viennent pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Aligner le statut des membres du Conseil constitutionnel sur celui des magistrats, puisque depuis la QPC, ils s'apparentent également à des magistrats. J'espère donc, Monsieur le Président, que l'Assemblée nationale confirmera en deuxième lecture son vote de la première lecture. Mais cette loi, elle vient également après le vote de la fin du cumul des mandats. Le cumul des mandats, c'est pour moi le conflit d'intérêts par excellence. Et à partir de la fin du cumul des mandats, émergera une nouvelle figure parlementaire. Alors oui, cette majorité fait preuve de cohérence et d'engagement en faveur de l'exemplarité républicaine. Elle le fait après avoir pris devant les Français des engagements précis. Elle le fait après avoir recueilli les avis de la commission Jospin. Elle le fait en toute transparence pendant que l'opposition parlementaire se débat dans des positions contradictoires, se divise, se dérobe, se déchire et attend l'homme providentiel. La droite nous dit que c'est une loi de circonstance. Quand on sait qu'à chaque fait divers, pendant 5 ans, la précédente majorité a modifié la loi pénale, cette critique est l'hommage du vice à la vertu.
Non, il ne s'agit pas d'une loi Cahuzac. Il ne s'agit pas plus d'une loi Cahuzac que d'une loi Karachi, Bettencourt ou Hippodrome de Compiègne. Il s'agit d'une loi qui renforce l'exemplarité de la République parce qu'elle renforce l'exemplarité des parlementaires. La commission d'enquête Cahuzac, à laquelle j'appartiens, qui porte sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'appareil d'État entre le 4 décembre et le 2 avril, permettra de faire des propositions concrètes, à condition toutefois que le président de cette commission d'enquête ne la transforme pas en tribune politicienne. Ces propositions concrètes permettront d'avancer encore plus vers la République exemplaire, car, je le redis, cette loi n'est pas la fin de l'histoire, mes chers collègues, elle ouvre le chemin, à nous de le suivre, car au bout, j'en suis sûr, il y a le retour de la confiance que doivent placer en nous les Françaises et les Français. Merci, Monsieur Thévenot.